nous sommes contents de vous accueillir effectivement avec une thématique qu'on aborde de temps en temps, la réalité virtuelle. Enfin, bien entendu, l'idée, ce n'est pas de l'aborder que sous l'angle de la technologie. En fait, on a déjà parlé de ce sujet-là il y a quelques mois sur des retours d'expérience qui étaient un peu différents de ce qu'on va voir aujourd'hui. C'était par exemple des entretiens d'embauche ou de la réalité virtuelle pour des techniciens sur le terrain. Aujourd'hui, en fait, on va vous parler de thématiques finalement qui sont pas assez souvent abordées à mon goût en fait au FOD. Donc c'est pour ça que je suis content d'avoir pu programmer ça, puisqu'en fait on va dans le domaine du care, de la santé dont on parle beaucoup et de l'inclusion. En fait, c'est des sujets qui sont importants, qui me sont chers et qui sont aussi importants pour nous à l'AFPA. Donc voilà, donc on va avoir trois retours d'expérience assez complémentaires, assez différents. Le premier, donc, ça va concerner, on va dire, le domaine de la santé et des hôpitaux, les personnels de santé, mais en fait, nos intervenantes vous en diront beaucoup plus. Et ensuite, le second va concerner plus le sujet de l'inclusion et des personnes autistes en fait dans les classes, en fait, sur un périmètre initial, mais en fait, on verra avec Laurent comment cette expérimentation mise en place dans certaines classes Ulysse en fait peut aussi toucher d'autres personnes et intéresser d'autres personnes. Et ensuite, on aura un troisième retour d'expérience avec Catherine en fait qui nous présentera aussi un autre aussi projet primé. En fait, j'ai pas dit que le premier projet était primé. Enfin, les intervenants vous le diront. Donc voilà, donc on va passer tout de suite, Nathalie, si tu veux bien, au petit sondage. Voilà, donc comme d'habitude, on vous a préparé en teasing un petit sondage pour prendre la température qu'on a publié sur LinkedIn. Donc, merci pour ceux qui ont répondu et puis on vous invite à répondre les prochaines fois parce que c'est intéressant de voir un petit peu l'état des lieux, ou plutôt le point de vue des personnes qui participent au webinaire. Donc, effectivement, on vous a posé la question suivante. Où vous en êtes finalement sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée? On voit bien que du coup, à peu près, il y a 20-25% à peu près des personnes qui l'utilisent régulièrement ou occasionnellement, mais effectivement, la majeure partie, on va dire les 2 tiers des auditeurs, finalement, n'ont encore jamais utilisé la réalité virtuelle. Donc, eh bien, on va essayer de vous convaincre de l'intérêt à travers les 3 retours d'expérience. Juste une toute petite chose avant d'embrayer. En fait, vous rappelez que, pour éviter toute question par rapport à ça, tout va être disponible en replay à l'issue. Vous aurez le PowerPoint, la vidéo enregistrée disponible. Et donc, on vous invite à poser les questions dans le chat. Je vais les surveiller au fil de l'eau. Ça me permettrait d'en poser directement, immédiatement, en certains cas, mais sinon, après, on aura un quart d'heure vraiment dédié aux questions-réponses à la fin. Voilà. Donc, on peut embrayer. Et puis, la parole est à vous, Claire et Marion. Merci Loïc. Donc, bonjour à tous. Claire Bernago, moi, je dirige Ingenium Digital Learning. Et donc, Marion, je te laisse la parole. Voilà, bonjour à tous. Marion Lotin, moi je suis pharmacien au CHU de Rouen, où je suis responsable de l'unité de prévention des risques associés aux soins. Nathalie, oui. Voilà, donc juste pour vous présenter un petit peu d'où est né ce projet. Initialement, c'était un projet qu'on a mené avec un collègue du centre Henri Becquerel et puis l'université de Rouen. Et puis, on s'est associé il y a 3 ans maintenant dans le cadre d'un consortium normand pluridisciplinaire avec notamment donc Kiveo et puis Ingenium Digital Learning et puis aussi l'INSA pour des aspects conversationnels. Donc, le projet, c'est quoi? En fait, l'objectif, c'était de pouvoir former, on peut passer à la slide suivante. Donc, l'objectif, c'était de former les professionnels de santé, donc que ce soit les aides-soignantes, les infirmières, mais aussi les manip radio, les sages-femmes, pourquoi pas les médecins, éventuellement aussi les internes en médecine ou en pharmacie, pour les sensibiliser et les former à la qualité, à la sécurité des soins, donc à l'amélioration finalement de leur pratique. L'idée, c'est, vous allez le voir après, Claire va vous montrer, c'est de reconstituer un environnement de travail pour ces professionnels de santé. Donc, ça peut être une chambre de patients, par exemple, qui est le premier environnement qu'on avait créé. Et dedans, on met volontairement des erreurs qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Donc, des erreurs en lien avec l'identité du patient qui n'est pas celle à laquelle on s'attend, des erreurs en lien avec le médicament qui n'est pas le bon dosage, ou des erreurs en lien avec le risque infectieux ou la bientraitance ou autre.
Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en situation les professionnels, de les inviter à repérer ces erreurs comme ils doivent le faire dans leur pratique quotidienne. Donc, c'est vraiment là l'intérêt de l'immersion et de pouvoir, en fait, ensuite les amener vers un débriefing un petit peu personnalisé en fonction des erreurs qu'ils auraient repérées. Donc, nous, on l'avait fait initialement en version physique, voilà, mais ce qui nous posait pas mal de problèmes, parce qu'il faut que les professionnels viennent à nous. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil numérique qui soit disponible en mode e-learning. Et donc, on a eu 2 phases. On a eu d'abord donc un jeu développé en 2D avec un seul environnement. Et puis là, maintenant, on a vraiment créé un hub de formation et on a accès à de la 2D et aussi à de la réalité virtuelle. Et donc, Claire va vous montrer tout ça plus en détail. Merci Marion. Donc voilà, effectivement, aujourd'hui, donc le Hub Cimeror, on a 5 environnements, donc la chambre du patient, le domicile du patient, la salle de naissance, la salle de restauration, notamment dans un EHPAD, la radiologie, et ces environnements sont disponibles à la fois en 2D et en réalité virtuelle. Alors, pourquoi c'est disponible dans les 2 formats? C'est intéressant parce qu'à la fois, il y a une complémentarité et puis ça permet d'adresser aussi un public un petit peu plus large et on le verra à la fin. La réalité virtuelle, on l'a vu dans le sondage, hein, on a encore beaucoup d'organismes qui ne se sont pas emparés de la réalité virtuelle et ça ne fonctionne pas forcément tout seul. Donc on verra aujourd'hui la complémentarité entre les 2 environnements. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a exactement le même scénario avec les mêmes erreurs, les mêmes débriefings, etc. dans la version 2D et dans la version en réalité virtuelle. Alors, il ne s'agit pas non plus d'un dispositif tout simple de simulation, mais bien d'un projet dans lequel on a une dimension d'adaptive learning qui est importante et on a des débriefings individualisés et personnalisés à la fin de chaque partie. Donc, c'est vraiment un dispositif de formation et c'est ce qu'on a voulu faire avec ces 2 dimensions qui permettent d'adapter le parcours au fur et à mesure de l'expérience de chaque apprenant. Et c'est ça qui a été primé, puisque effectivement, ce projet a été primé au niveau de l'innovation pédagogique. Donc, comment ça fonctionne? On est dans un environnement en 2D ou en réalité virtuelle dans lequel on a une trentaine d'erreurs. À chaque fois qu'on lance une partie, on a un jeu de 7 erreurs qui est proposé, donc la première fois de manière aléatoire. Les erreurs, elles sont taguées, elles peuvent concerner de l'identitovigilance, de la bientraitance, du médicament, etc. Et donc la personne doit observer son environnement, déceler ses erreurs. Donc, certaines, on peut les déceler juste à l'observation. Ça peut être des choses qui traînent, ça peut être des médicaments qui ne sont pas dans des blisters, ça peut être ce genre de choses. D'autres, il faut aller étudier le dossier du patient pour pouvoir déceler ses erreurs. Et à chaque fois qu'on est tombé sur une erreur, on a ensuite une question qui est posée pour vérifier qu'on n'est pas tombé sur l'erreur par hasard et qu'on comprend bien quelle est l'erreur sur la situation qu'on vient de découvrir. Voilà. Donc, à la fin de la partie, on est automatiquement redirigé vers la plateforme, que l'on soit dans le casque de réalité virtuelle ou en 2D. Et sur la plateforme, on va retrouver un débriefing individualisé dans lequel on a le score de la partie. Et puis ensuite, on va repasser sur chacune des erreurs que l'on a trouvées, mais aussi des erreurs que l'on n'a pas trouvées avec des éléments de contenu pédagogique pour pouvoir bien ancrer les choses. Voilà. Et donc, à la fin de la partie, ce qui se passe, c'est que le Hub Cimeror est connecté à ce qu'on appelle un Learning Record Store qui étudie ce qui s'est passé dans le jeu et qui va proposer un nouveau set d'erreurs qui va tenir compte du type d'erreurs qui ont été non reconnues en fait, par l'apprenant. Donc, c'est-à-dire que si notre apprenant, dans la première partie, dans la deuxième partie, se trompe systématiquement sur l'identitovigilance, eh bien, on va plutôt lui pousser des erreurs qui concernent ce domaine-là, l'identitovigilance. Donc, c'est en ça qu'on a aussi une dimension d'adaptive learning dans ce dispositif. Voilà. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, les
premiers retours d'expérience. Alors, les points forts de la réalité virtuelle, puisque c'est le sujet aujourd'hui, ce qu'on cherche vraiment avec ce dispositif, enfin ce que cherchent les professionnels de santé, c'est vraiment à renforcer l'attention et la vigilance dans l'environnement de travail. Donc pour ça, la réalité virtuelle est vraiment très adaptée, puisqu'on est vraiment dans un environnement de travail qui correspond à la salle de radiologie, à la salle de naissance, à un EHPAD par exemple, etc. Donc là, ça fonctionne très bien. La boucle aussi, entraînement en réalité virtuelle, débriefing, donc je sors de la réalité virtuelle, je vais voir le débriefing, voir ce que j'ai réussi, voir ce que je n'ai pas réussi, et je peux rejouer une nouvelle partie avec des erreurs différentes. Ça aussi, c'est quelque chose qui permet vraiment d'avoir un apprentissage dans la durée qui est intéressant. Après, la complémentarité entre la 2D et la réalité virtuelle est aussi intéressante. Alors, d'une part, parce que la réalité virtuelle, on le voit aujourd'hui, n'est pas accessible encore à tout le monde. Ce n'est pas accessible de manière autonome. Les gens n'ont pas de casque chez eux. On a certains établissements de formation aujourd'hui qui ont encore des freins, et c'est normal. Il faut accompagner les formateurs pour pouvoir prendre en main la réalité virtuelle pour qu'eux puissent les utiliser après, soit dans leur salle de cours quand on est dans des instituts de formation, soit il faut proposer un accompagnement dans les structures hospitalières, dans les EHPAD, pour que parce que les casques ne sont pas utilisés de manière autonome par les gens qui se forment. Donc la complémentarité, elle est intéressante parce qu'on peut avoir une séance de formation vraiment immersive avec le casque de la réalité virtuelle et continuer ensuite son apprentissage en autonomie dans le même environnement, avec le même type d'erreur, mais cette fois-ci en version 2D. Voilà. Je ne sais pas, Marion, si tu veux compléter. Pardon, j'avais coupé mon micro. Bah écoute, non, c'est vrai que nous, on a cette dans les établissements de santé, comme tu le disais, cette difficulté peut-être d'accès à la réalité virtuelle, mais en même temps, cet attrait, les professionnels, ils ont très envie d'aller vers ce type d'outils. Donc nous, la façon dont on l'imagine, c'est effectivement, comme tu le disais, de faire des sessions où on fait venir les professionnels, ou alors nous, on va dans les services avec des casques pour qu'ils jouent une première fois dans cet environnement où ils vont être vraiment comme dans leur vie professionnelle. Et donc, c'est vraiment ce qu'on recherche, qu'ils soient plus vigilants au repérage de ces erreurs. Et puis après, ils ont la possibilité de continuer à s'entraîner avec le système aussi où on va d'adaptive learning, comme tu l'expliquais, qui est vraiment très intéressant et qui va permettre de poursuivre l'expérience finalement en 2D. Donc, c'est vrai que les deux, pour moi, sont très complémentaires dans notre outil, en tous les cas. Voilà. Parfait, vous êtes tout à fait dans les temps, donc on va se permettre de poser une ou deux questions avant de passer la parole à Laurent, parce que du coup, je comprends que Marion devra nous quitter avant la fin. Il y avait juste une question, par contre, il y en a une autre qui me vient en vous écoutant, je vais vous poser tout de suite. Là. Donc, effectivement, on a vu l'importance de l'accompagnement, du changement, etc. Et effectivement, je crois qu'on est tous convaincus aujourd'hui, là, autour de la table, Laurent nous en parlera aussi certainement, de l'importance de ce sujet d'accompagnement. Mais en fait, concrètement, ça se passe comment? Est-ce que c'est un des experts, un des professionnels qui est le plus aguerri sur la solution, qui forme ses collègues, qui les accompagne, ou est-ce que c'est, par exemple, les concepteurs de la solution qui viennent passer un certain temps la première fois? Comment ça se passe concrètement? Alors, l'idée, c'est effectivement plus que quand même nous, on soit nous, du coup, équipe qualité gestion des risques, donc professionnels de santé, on soit en accompagnement, au moins des équipes d'encadrement, pour leur montrer comment ça fonctionne, qu'eux, ils puissent manipuler avec nous et pourquoi pas aussi avec les concepteurs, manipuler un petit peu l'outil pour comprendre comment ça marche, de façon à ce qu'eux puissent ensuite le diffuser auprès de leurs équipes. Et donc ça, nous, on peut le faire soit sous format effectivement, en faisant des manifestations, un petit peu une journée donnée. On a plusieurs sites, nous, géographiques sur le CHU, donc on peut faire un site puis l'autre sur des journées avec la version immersion, et puis ensuite le déployer plutôt en version 2D dans les services. Ça nécessite effectivement quand même un accompagnement initial pour bien expliquer quels sont les objectifs, etc., bien sûr.
Et une autre question du coup qui vient d'arriver dans le chat là, finalement d'Isabelle, qui nous demande finalement quel est le temps alloué par apprenant. Effectivement, est-ce qu'il y a un temps standard moyen déjà sur l'environnement de travail proprement dit, puis après évidemment on a compris qu'ils vont y passer le temps qu'ils voudront après en différé, mais en formation initiale en fait sur le temps de travail, finalement quel est le temps qu'on leur alloue pour prendre en main la solution. C'est, je dirais, entre 20 et 40 minutes à peu près par session de jeu. Donc, comme l'a expliqué Claire, quand vous lancez le jeu une première fois, vous avez 7 erreurs qui sont tirées au sort. Là, il faut compter, on va dire, 10 bonnes minutes quand même. Alors, en fonction, il y a des gens qui sont plus ou moins d'emblée à l'aise avec l'outil, mais une dizaine de minutes pour vraiment bien explorer tout l'environnement. Et puis ensuite, il y a entre 20 et 30 minutes de questions, d'accès au débriefing. Et donc, l'ensemble de ce temps est comptabilisé de façon à ce que ça puisse, nous, secondairement, être valorisé en termes de formation continue pour nos professionnels. Parfait, merci. Il y a deux autres questions que je garde pour la suite parce qu'elles vont concerner certainement aussi les autres, donc on va passer à Laurent maintenant si vous voulez bien. Merci. Merci Loïc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laurent Dadalto, je suis le créateur d'une société toulousaine qui s'appelle Membus, vous l'entendez peut-être à l'accent. Et nous sommes majoritairement à l'étranger, en fait, puisque 80% de notre activité se fait en dehors de la France. Notre cible, c'est d'utiliser les mondes immersifs pour former à des gestes professionnels. Donc, en fait, on forme des ouvriers, globalement. En tout cas, une partie des compétences des ouvriers, comme des soudeurs, des menuisiers, des électriciens, des plombiers, dans tous les domaines de la construction, de l'industrie, de l'agro-agri, etc. À avancer plus rapidement dans des métiers, à découvrir des métiers, à détecter aussi des talents, à évaluer des compétences par les mondes immersifs, par la réalité virtuelle. Et plus récemment, puisque moi, ça fait 20 ans personnellement que je suis sur ce sujet-là, je suis plutôt chercheur, je suis docteur en informatique spécialisé dans la réalité virtuelle, donc je suis plutôt une approche chercheur. Et ça fait 20 ans qu'on travaille dans la formation professionnelle, notamment avec l'AFPA. Il y a 20 ans, on a créé le premier simulateur de soudage. Plus récemment, on a travaillé sur des populations en difficulté. C'était de l'inclusion en général, puisqu'on a travaillé sur des populations socialement défavorisées, sur de la mixité, voilà, en France et à l'étranger surtout, et sur l'autisme très récemment. Donc voilà, sur le slide suivant. Le problème qu'on a avec l'approche voilà, des populations du spectre autistique, c'est qu'en général, ils ont une difficulté d'accès à des classes inclusives, puisque ça existe quand même, mais c'est assez limité. Et la plupart des jeunes autistes restent dans des classes à part. Et donc, c'est souvent des classes Ulysse, ce qu'avant on appelait aussi SECPA. Enfin, voilà, c'est des classes de jeunes en difficulté. Et les personnes autistes, qui sont parfois des personnes exceptionnelles, intelligentes et avec voilà, des capacités exceptionnelles, n'ont pas les moyens d'intégrer des classes normales. C'est encore plus vrai quand on est dans des milieux ruraux. Je parle de ça parce que le projet que je vous présente aujourd'hui a été déployé depuis 2 ans maintenant dans le Tarn, qui est un département plutôt rural. Voilà, il y a grosso modo Albi, c'est la grande ville, et autour, il y a beaucoup de campagnes avec des petites villes. Et les familles qui ont des jeunes autistes ont déjà un premier problème qui est de faire sortir l'autiste de la maison pour aller jusqu'au centre de formation. C'est une énorme aventure pour lui, il faut imaginer. Et une fois qu'il est là-bas, il est mêlé à plein de gens, il est loin de chez lui, il est en connexion avec plein d'humains qu'il arrive à gérer, et c'est très compliqué. Donc on s'est dit, avec une association qui s'appelle Otema, qui travaille sur les troubles du spectre autistique spécifiquement, qui gère la partie mobilité aussi, c'est-à-dire qui s'assure de trouver des moyens, des outils pour amener le jeune, pour le transporter de chez lui jusqu'à l'école en toute sécurité. Et ensuite, une fois qu'il y est, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit, peut-être qu'en utilisant des outils immersifs, on pouvait accélérer en tout cas,
aider l'autiste à mieux s'intégrer et quitter éventuellement l'objectif final, quitter ces classes Ulysse et revenir dans des classes inclusives et dans des formations pour acquérir un métier, dans des formations plus ou moins longues, etc. Donc sur le slide suivant, je vous montre à quoi ça ressemble. Alors matériellement, hein, comme on le disait justement tout à l'heure, la réalité virtuelle, on ne l'a pas encore à la maison, ça commence, ça va arriver dans les années à venir, mais pour l'instant, tout le monde n'a pas un casque de réalité virtuelle, comme il a un téléphone portable. Donc on a conçu une mallette un peu dédiée à ça, avec un écran tactile, avec le casque et les joysticks à l'intérieur, qui est transportable et qui est facile à transporter, qui peut ainsi être partagé dans plusieurs établissements. Et aujourd'hui, même la façon dont on fonctionne, c'est que l'association a un animateur qui voyage dans le département avec cette mallette et qui va de classe Ulysse en classe Ulysse pour intervenir à des moments donnés en fonction de la demande de l'établissement aussi. Parce que vous allez voir que même en un jour, même sur juste une journée d'intervention, on a eu des résultats vraiment très importants. La vitesse d'acquisition, d'influence sur les autistes est telle que le fait de passer juste un jour dans la classe peut changer radicalement le futur de ces jeunes. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la mallette? On le voit un peu sur les slides suivants. On a des contenus qui sont en fait, le but, c'est de leur faire découvrir des métiers. Alors, pour les autistes, c'est deux choses à la fois. Ils découvrent des métiers, donc en fait, ils s'immergent dans un monde qui est un monde virtuel et de suite, en fait, ils ont cette capacité de faire la différence peut-être moins que nous, enfin plus que nous, plutôt, nous on a moins cette capacité-là, entre le virtuel et le réel. Ils savent qu'ils sont dans un monde virtuel et que le contact humain qu'ils pourraient avoir avec un avatar, avec quelqu'un qui est virtuel, un être humain virtuel dans le monde virtuel, les gêne pas, parce qu'ils savent qu'ils sont dans un monde digital. Et donc, c'est aussi un moyen pour nous de les acclimater. Si on les met dans une situation comme un chantier, ils travaillent sur un chantier avec des ouvriers, ils vont discuter avec le chef de chantier sans problème, là où dans la réalité, ils auraient eu initialement beaucoup de mal. Et ils se sentent, on est 5 à 6 fois plus concentré dans le casque quand on pratique, quand on fait des activités que dans la réalité. L'ancrage mémoriel est 5 à 6 fois supérieur. Hein, c'est des études scientifiques qui ont prouvé ça. Et donc, pour l'autiste aussi, c'est vraiment un moyen d'agir, de faire des choses concrètes dans un monde ouvert. Il est plus contraint dans une classe. Et on voit qu'il va beaucoup plus vite en général qu'une personne voilà, que traditionnellement. Les vitesses d'acquisition sont très importantes et à nouveau, il peut pratiquer, donc on peut le voir sur les autres slides suivantes, il peut pratiquer des activités, par exemple là, il va faire de l'électricité, il va devoir réparer des clims, il va devoir découper du poulet. Enfin, vous voyez, c'est tout. Alors, c'est à la fois des choses qui l'acclimatent à des travails en équipe, des travails du travail d'ouvrier, mais en même temps, ça nous donne des idées sur ce qu'il est capable de faire et comment l'orienter. Donc, ce que je vous montre là, c'est des images fixes, évidemment, des mondes virtuels. Donc, il faut imaginer qu'il rentre dans une maison, par exemple, à la plomberie, et il va devoir travailler à monter le meuble et à câbler l'évier. Hein, c'est tout un immersif, bien sûr. Donc, le but pour nous, c'est de le faire pratiquer. Il y a par exemple l'aide à la personne, vous le voyez, le dernier slide, c'est très intéressant parce qu'on va le mettre dans un environnement où il doit aider une personne âgée à nettoyer sa maison, à se nourrir, etc., et discuter avec la personne âgée. Donc, on va analyser comment il discute. Est-ce que il se sent à l'aise? Est-ce qu'il l'aborde facilement? Et en fait, ce qu'on voit, c'est que voilà, dans ces mondes-là, ils sont beaucoup plus à l'aise. On a des exemples, par exemple, de personnes autistes qui, en public, ne parlaient pas du tout. Dans les classes Ulysse, qui sont des classes petites, hein, d'une 10-12 élèves avec un animateur dédié, ne parlaient pas du tout. Et du moment où on a commencé les expériences immersives, ils se sont mis à parler dans le monde immersif, en fait. Et pratiquement que lorsqu'ils étaient dans le monde immersif. Et puis progressivement, ça les a libérés et ils ont pu parler en classe aussi.
Donc voilà, c'est ce genre de petits phénomènes. Alors, c'est pas du jour au lendemain comme ça, même si des fois ça déclenche des déblocages immédiats. Les animateurs d'ailleurs des classes Ulysse ou l'animateur de Otema pourrait vous dire encore plus sur le détail de ça, ce que ça donne, mais c'est très efficace. Donc la slide suivante. Voilà, je vous présente dans le détail. On a fait depuis 2 ans plusieurs centaines d'interventions. Il y a plusieurs milliers d'élèves qui sont passés dessus. On a décidé de travailler sur cette méthode-là avec un animateur dédié parce que lui, il connaît les limites de l'outil, il sait les meilleures façons d'utiliser en fonction du spectre autistique qu'il rencontre. Il est formé à l'autisme. Les résultats sont donc énormes. C'est au-delà de nos espérances. C'est un projet qui est accompagné par plusieurs acteurs, évidemment, et qui est très observé au niveau national, parce qu'on voit que c'est une méthode qui s'applique, alors qui est très efficace pour les autistes, qui donne des résultats en termes d'inclusion. Et on a réussi à travailler sur de l'inclusif et faire passer des personnes autistes qui ne pouvaient pas sortir des classes Ulysse, à les réintégrer dans des classes normales. Ça va au-delà de même du spectre autistique parce que on s'est rendu compte que, par exemple, on avait ces mêmes problèmes avec des migrants, des jeunes migrants qui arrivaient en France, qui ne parlaient pas la langue, et ben, qui ont pu s'intégrer plus facilement grâce à cet outil-là et s'intégrer ensuite dans les écoles. On a pu définir aussi, oui, je vous remercie, on voit les résultats là. On a pu définir plus facilement les métiers sur lesquels ils étaient aptes et du coup orienter rapidement ces jeunes qui sont en échec dans le cadre traditionnel. Et ça, c'est valable pour n'importe qui au collège d'ailleurs, c'est au-delà de l'inclusion. Détecter les talents, les passions des jeunes et quand ils sont en échec, les orienter vers ces passions pour que ça devienne un moteur pour eux pour apprendre. Et c'est très très vrai, c'est encore plus vrai dans le spectre autistique. Euh, voilà, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour. On continue. Le but du projet, c'est de continuer. On a mis en place même maintenant un espace, un tiers-lieu où les parents peuvent amener les jeunes quand ils veulent. C'est dans le Tarn, encore une fois, pour pratiquer, pour se sentir à l'aise. Et on travaille bien sûr avec le rectorat, la région, etc., pour que ces jeunes, une fois qu'on a détecté leur passion et qu'ils sont à l'aise, on puisse les orienter vers des centres de formation, vers des lycées pro, etc., des écoles qui continuent ensuite à les prendre en charge. Et l'outil virtuel, à terme, notre objectif, c'est que l'outil virtuel soit utilisable même individuellement par les familles, puisque le prix des équipements continue à baisser. Et nous, on fait une offre voilà, dédiée pour que les familles puissent en bénéficier et intégrer ça même chez eux si nécessaire. Je vous remercie. Merci Laurent. On va peut-être prendre une ou deux questions vu qu'on est parfaitement dans les temps là aussi avant de passer la parole à Catherine. Je pense que ça concerne effectivement ce qui vient d'être immédiatement présenté, mais il y a Jonathan qui nous dit effectivement les chiffres que tu annonces, que tu présentes, l'immersion, les résultats, etc. sont un peu fascinants, quoi. Est-ce que du coup c'est applicable aussi en formation professionnelle, pas juste pour découvrir des métiers, faire découvrir des métiers à des jeunes? Ouais, alors en fait, si vous voulez, au départ, Membus, on faisait que à la formation professionnelle. Donc nous, on a une gamme d'une 40aine de produits qui servent à de la formation professionnelle, qui s'intègrent dans les CFA, les lycées pro, traditionnellement, qui servent à former plus vite, mieux ou à attirer des jeunes. Mais il y a tous des programmes de formation complets sur la peinture, la menuiserie, l'électricité, le soudage, etc. Et en fait, c'est que récemment qu'on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on traite à la source, enfin, même avant ça, il faut qu'on arrive à attirer des demandeurs d'emploi, des jeunes vers ces métiers-là. Et donc, on a fait des petites capsules de découverte métiers. Et c'est ça qui a été utilisé pour les autistes. Mais initialement, tous nos produits sont traditionnellement, voilà, c'est des produits complets de formation, d'accompagnement à l'accès à la professionnalisation sur un métier manuel. Une autre question d'un tout autre type là. Est-ce qu'il y a une restriction d'âge pour l'utilisation de la VR? Oui, c'est une bonne question. Oui, il y a des préconisations, vous le sentez, enfin vous le savez de toute façon, vous pouvez le voir aussi même sur quand vous achetez un casque, c'est indiqué. Donc c'est très difficile en fait. Aujourd'hui, on dit 12 ans, mais en fait, c'est bon,
Il y en a qui disent 13. Mais ce qui est important, je pense, c'est qu'il faut faire attention à ce que la croissance, enfin, si l'enfant est trop jeune, c'est quand même des écrans collés à ses yeux. Bon, on imagine bien que ça peut être dommageable s'il est en pleine croissance, si sa vision se construit, etc. On considère qu'à partir de 12-13 ans, c'est bon. Il faut aussi dire que c'est des expériences qui sont courtes. On ne les laisse pas plus de 10 minutes, un quart d'heure dans le casque. Ce n'est pas nécessaire à cet âge-là. Et donc, voilà. Mais pour nous, c'est intéressant et on essaie d'adresser les populations dès le départ, donc à partir de 13-14 ans, c'est-à-dire au niveau du collège, dans les classes de 4e et 3e au plus tard. Merci, parfait. Je crois que ça répond parfaitement à la question. On va passer à la suite, si vous voulez bien. Bonjour, Catherine Mougin. Moi, je suis présidente de 3 Innovations, chef de projet Digital Learning et surtout ingénieur pédagogique multimédia. Et en parallèle ou à côté de ça, je suis chercheur associé à l'Université Paris-Nanterre. Moi, j'ai travaillé sur les innovations pédagogiques. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de mon entreprise, du coup, 3 Innovations, je vous laisse passer, Nathalie, la slide. On a développé un projet de réalité virtuelle pour le titre professionnel ADVF, assistant de vie aux familles. Donc, c'est les professionnels qui travaillent à domicile auprès des personnes en perte d'autonomie, ce qu'on a beaucoup vu, entendu lors du Covid, parce que c'était un métier qui a été quand même mis en lumière, j'ai envie de dire presque pour la première fois. Et dans ce cadre-là, on a eu les trophées EdTech de la formation professionnelle en 2022 sur le prix Innovation. Alors, ce projet-là, je pense que le contexte a joué parce qu'en plein Covid, forcément, j'ai envie de dire, le sujet a aidé. Au-delà de ça, on a travaillé sur ce projet avec Alagi, c'est un organisme de formation, on va dire, centré globalement sur le Grand Est, même s'ils interviennent un peu plus que le Grand Est. C'est un gros organisme de formation qui est spécialisé dans les métiers sanitaires et sociaux. Et en fait, ils se sont rendus compte, ils ont eu des échos des employeurs en particulier sur, on va dire, 2 difficultés majeures. La première, c'est tout ce qui est l'utilisation de matériel pour les transferts des personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Et le deuxième point qui a été soulevé par les employeurs à l'issue de la formation, quand les professionnels étaient embauchés, c'était toutes les problématiques comportementales liées à ce que la personne devait ou pouvait faire dans le cadre de ses missions en tant qu'ADVF, donc tout ce qui est déontologie, éthique et déontologie, et comportement aussi, la façon dont on parle aux personnes qu'on accompagne. Du coup, par rapport à ces 2 projets-là, le souhait d'Alagi, c'était d'injecter l'AVR pour faciliter l'appropriation du comportement, c'est-à-dire jouer sur le comportement des apprenants pour qu'à la sortie de formation, ils soient plus entraînés, en tout cas, ils aient une vision plus juste de ce que les personnes étaient en capacité de faire ou pas et de la réaction des bénéficiaires par rapport à leur discours. Et le deuxième point, c'était toute la partie d'aide au transfert qui était aussi une problématique logistique dans les centres de formation, puisque Alagi a un siège social sur Nancy, mais a X antennes un peu partout sur la région Grand Est. Et du coup, la mobilisation du matériel de transfert qui est assez lourd, qui est très, très encombrant, était toujours un peu compliqué. Et l'utilisation de tout ça était aussi compliqué en salle de formation. Donc, on est parti sur ces 2 scénarios-là. Je vous laisse passer à la slide suivante. Donc, les gestes techniques pour pouvoir avoir le meilleur impact et être plus proche du réel, on a fait le choix de faire des vidéos stéréoscopiques 3D, pour le coup 180 degrés, puisque nous sommes allés sur le plateau technique d'Alagi. On a utilisé leur plateau technique et on a filmé en 180 degrés. Et au-delà de la vidéo stéréoscopique qui est l'intérêt de la vidéo stéréoscopique, c'est vraiment d'être le plus immersif possible. Quand on est dedans, alors c'est moi qui suis la comédienne, parce qu'à l'époque, j'étais enceinte de mon aîné, donc du coup, j'étais entre guillemets en situation en perte d'autonomie, on peut dire ça comme ça, et la formatrice à côté qui joue le rôle d'aide-soignante. Et là, on a vraiment l'impression que je suis à côté de vous. C'est-à-dire quand on met le casque, on a vraiment l'impression que je suis là, je suis dans la pièce avec vous, alors que ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est un élément très important pour nous, c'est vraiment jouer cette simulation plus proche du réel. Et le deuxième élément qui était important, c'était aussi de faire du pas à pas, c'est-à-dire de décrypter toutes les actions, les micro-actions de l'aide-soignant, de comment je fais un transfert de la personne, par exemple du siège du lit au fauteuil, du fauteuil au lit, en utilisant X matériels différents.
de guidon de transfert, la planche de transfert, voilà. On va aller sur des petits matériels qui sont, on va dire, à peu près dans toutes les structures ou même à domicile en général, jusqu'au gros matériel où là, c'est un peu plus complexe. Donc, on a vraiment utilisé ces vidéos-là pour permettre à l'apprenant de voir indéfiniment, j'ai envie de dire, tout le processus de transfert de la personne aidée. Le deuxième scénario, c'était jouer sur le comportemental. Donc là, on a utilisé des environnements 3D. Donc, on a modélisé un environnement 3D et on a fait plutôt du dialogue et du serious game. L'idée, c'était aussi de travailler sur la gamification pour apporter justement un peu de ludique et voilà, donner envie à l'apprenant d'aller un peu plus loin dans ses apprentissages. À chaque fois, il y a un avatar, l'aide-soignante qui est en mode avatar, qui va accompagner l'apprenant dans ses erreurs, dans le choix qu'elle fait pour vérifier si c'est des choix réfléchis ou pas et quel est l'impact de ce choix-là. Donc, sur le deuxième scénario, l'apprenant va choisir la réaction qui lui semble la plus appropriée. Et en fonction de la voix aussi, de l'intonation qui est mise, le feedback du bénéficiaire, donc la personne âgée, là, la grand-mère, va être différente. Et l'idée, c'est de comprendre et d'appréhender son propre comportement, d'adapter son propre comportement en fonction de ce que le bénéficiaire nous dit. Ça, c'est un travail assez fastidieux parce qu'en fait, on se rendait compte, les formateurs se rendaient compte que c'était difficile de s'approprier toutes ces thématiques-là juste en salle de formation. Donc, la réalité virtuelle permettait justement d'avoir plusieurs types de petites scénettes à l'intérieur. On a fait par exemple le toilettage du chien qui n'est pas une mission d'une ADVF et comment je dis non à la personne âgée quand elle me demande de toiletter son chien. Sur le fait d'offrir un cadeau, par exemple, si la bénéficiaire offre un cadeau, on n'a pas le droit d'accepter en tant qu'ADVF. Et comment je fais pour refuser et pas blesser la personne parce qu'il y a tout un jeu émotionnel, une relation de confiance qui est établie. Et le troisième, c'est un colporteur qui vient à la porte et comment je fais aussi, quelle est ma posture face à quelqu'un qui rentre dans la maison de la bénéficiaire où la bénéficiaire n'est pas en capacité de dire oui ou non, hein, sans être forcément sous tutelle ou curatelle, mais voilà, elle n'a pas forcément tous les éléments et qui va peut-être se faire avoir par le colporteur. Voilà, comment je me positionne par rapport à ça. Donc, tout ce travail-là, l'idée, c'était vraiment d'apporter des touches, d'injecter de la réalité virtuelle dans les salles de formation. Les casques sont toujours dans les salles de formation. Les gens ne sont pas à la maison pour suivre ces parties-là. Ils sont en salle avec un retour vidéo sur les tablettes du formateur. Hein. On a mis un peu comme Laurent à disposition des ballettes qui circulent dans les différents centres d'ALAJI avec un retour vidéo sur tablette pour que le formateur puisse accompagner l'apprenant dans ses choix et voir ce que voit l'apprenant. Pour ça, nous, ce qu'on a dû faire, c'est accompagner les formateurs par rapport à ça. Alors, accompagner sur la partie technique l'équipe pédagogique, la cellule pédagogique d'ALAJI pour intégrer au fil de l'eau les scénarios dans les casques et puis pouvoir faire les mises à jour en autonomie. Et puis, plutôt de mon côté, accompagner pédagogiquement les formateurs pour l'utilisation de ces deux scénarios-là et voir comment elles pouvaient, alors je dis elles parce que c'était formatrice, elles pouvaient jouer avec ces deux scénarios. L'objectif derrière pour ALAJI, au-delà de cette partie-là, c'était de pouvoir ajouter au fil du temps de nouveaux scénarios dans d'autres domaines. Donc, il y a une vraie cartographie de toutes les formations d'ALAJI et de voir quels étaient sur les différents titres professionnels proposés, quels étaient les scénarios qui pouvaient être mutualisés en fonction. Donc, par exemple, il y a certains, l'aide au transfert, ça va aussi sur le diplôme d'aide-soignant. Voilà, il y a des choses comme ça qui ont été réfléchies en amont pour pouvoir, entre guillemets, rendre ça un peu le plus efficient possible. Et pour permettre l'intégration de scénarios, nous, on a développé, parce qu'on n'a pas trouvé ça sur le marché, en fait, on a fait le choix de développer en interne une architecture informatique qui permettait d'intégrer à la fois de la vidéo stéréoscopique, à la fois de la modélisation sur Unity, des environnements 3D, à la fois des quiz, des évaluations, des études de cas de storyline, par exemple. Voilà, en fait, sur la structure informatique, on peut intégrer n'importe quel outil multimédia. Et ça nous permet aussi d'avoir une autonomie, une liberté aujourd'hui pour ALAJI, parce qu'ils ont plus, on n'a plus qu'à développer des scénarios, puis on les injecte directement dans la structure informatique. Et puis pour nous, auprès de d'autres clients, d'avoir ce socle-là et pouvoir proposer
proposer aussi n'importe quel type de scénario, hein, dans la santé ou autre, hein. Donc nous, on a vraiment conçu notre propre système, notre propre architecture informatique qu'on met à disposition de nos clients, bien sûr, dans le cadre de notre pôle R&D, en fait. Et c'est ça aussi qui nous a valu le prix innovation, je pense, parce que c'était aller au-delà des logiciels qu'on peut retrouver sur le marché aujourd'hui. Je vous laisse passer à la slide suivante. Donc en fait, sur ce projet-là, on a vu un intérêt. Alors c'est un intérêt qu'on a vu, nous, en tant que technique, hein, on va dire, puis moi en tant que chercheur. Et quand on a fait l'évaluation auprès des formateurs et des apprenants, du coup, il y a eu 1 an de décalage parce qu'on est tombé en plein Covid. Donc les formations ont été toutes décalées, on ne se retrouvait plus en salle. Donc les casques ont été mis en place 1 an plus tard, en fait, hein, par rapport au délai prévu initialement. Mais on s'est rendu compte globalement que l'astéroscopie, c'est une sensation d'immersion maximale. On ne peut pas, aujourd'hui, après, peut-être que Laurent, Claire me diront le contraire, mais aujourd'hui, c'est ça qui fait que ça marche bien, on va dire, et l'ancrage mémoriel, l'impact est vraiment là. Tous les formateurs nous ont dit waouh, c'est juste génial, j'ai vraiment l'impression de voir le chien dans la partie toilettage, il y a un petit chien qui remue la queue. Tout le monde m'a dit, j'ai vraiment l'impression que le chien, il est dans ma salle de formation, alors que voilà. Donc ça, c'était assez drôle. Donc ça a vraiment marqué les esprits. Et quand on a fait les évaluations à la fin auprès des apprenants, on se rend compte qu'il y avait un vrai ancrage mémoriel. Et ça, c'était acquis. Voilà, on ne fallait pas revenir dessus. Les 2 transferts, elles ont bien compris comment ça fonctionnait. Et puis le comportemental, il y a eu un vrai déclic sur bah, voilà ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire. Et en fonction de ce que je dis, bah, voilà la réaction. Donc c'est ça qui était vraiment, vraiment intéressant. Donc on a essayé de mixer un maximum de médias pour justement que ça soit le plus qu'on passe rapidement d'une chose à une autre avec des mécanismes de jeu. Alors ça, tout ça, c'est parce que la recherche le dit et puis que voilà, nous, ça fait partie de notre façon de faire, entre guillemets. Et puis le côté pas à pas, parce que l'idée, c'est vraiment d'accompagner pas à pas les futurs professionnels. Voilà, grosso modo, ce que je peux en dire. Moi, j'ai fait une slide supplémentaire parce que l'inclusion, alors là, c'est vraiment pour les professionnels qui accompagnent les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Mais vraiment, pour nous, on a eu sur ce projet-là 2 réflexes. Et pour nous, ça a été très compliqué parce qu'on a comme valeur, parce que ça fait partie de ma vie, hein, moi, je suis bilingue langue des signes depuis, j'avais 11 ans quand j'ai commencé, j'en ai 42 maintenant. Donc, je suis complètement baignée dans le monde du handicap, handicap moteur, handicap sensoriel. Et pour moi, dès qu'on a développé ces projets-là, notre entreprise a vraiment pour objectif de permettre à ce que tout ce qu'on produit soit accessible pour tous, sans parler d'accessibilité universelle, mais vraiment de faire un effort là-dessus. Et quand on l'a développé, on s'est dit, waouh, comment on fait pour faire de l'accessibilité avec la VR? Donc, la vraie challenge, donc, ce qu'on s'est dit au-delà de ça, c'est que notre produit, il est pour des non technophiles parce que clairement, les ADVF ne sont pas des pros de l'informatique, hein, c'est pas leur truc, on va dire, elles ne connaissent pas. Alors, elles sont pas forcément réfractaires, hein, ça c'est complètement faux de s'imaginer ça, mais en tout cas, elles ne se connaissent pas, elles sont assez neutres là-dedans. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça marchait quand même très bien pour elles. Et au-delà de ça, on s'est dit, ben, dans ce qu'on va faire, on va mettre du sous-titrage à minima. On va jouer le lecteur, il va être géré par le contrôleur et on va travailler sur le mode assis debout parce qu'en fonction des professionnels qu'on a, ben, on peut être plus à l'aise en étant assis ou en étant debout. Et on en prend en compte la cybersyndétose qui est quand même un peu la maladie du siècle avec les casques pour justement éviter d'avoir ce mal de mer juste insupportable quand on est au casque. Et du coup, on ne fait pas de mouvement subi. Dans tous les scénarios qu'on propose, il n'y a aucun mouvement subi. Tout est, voilà, on a vraiment bien réfléchi à ça. Et la preuve, la personne qui coordonnait le projet, on va dire mon binôme, qui a souvent ce problème-là, bah, avec notre projet n'a pas eu cette difficulté, ce mal de mer. Alors bien sûr, on ne reste pas 1 heure non plus sur le casque, mais voilà, 10 minutes, un quart d'heure, elle le vivait plutôt bien. Donc ça, c'était vraiment le focus projet. Et de façon générale, nous, c'est ce sur quoi on travaille avec Capgame en particulier, qui est une association spécialisée dans le e-sport, l'accessibilité du e-sport, avec des chercheurs. On travaille sur l'intégration du RGA, justement dans la VR, et on prend soin dans tout ce qu'on fait de travailler sur des contenus pour pas véhiculer des stéréotypes par rapport à ce projet-là, mais par rapport à tout projet qu'on fait, et puis d'être dans une facilité de compréhension du texte. Ah, j'ai pas parlé c'est pas du FALC, hein, mais c'est du français simplifié. En tout cas, on fait toujours un effort vraiment dans le contenu de formation, et ça, on le fait sur la VR comme sur n'importe quel autre contenu de formation qu'on peut développer, parce qu'on fait pas que de la VR. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est des points pour nous essentiels pour l'avenir, parce que faut que ces projets-là soient accessibles à tous. Alors, moi, je suis ravie d'entendre des personnes autistes pouvoir accéder
accéder à ça. Et je veux dire, il y en a tellement, il y a tellement de choses à faire que le chemin est, voilà, il est long et j'espère qu'il ne sera pas trop fastidieux. Voilà globalement notre projet. J'espère rien avoir oublié. Merci beaucoup. On va passer aux questions de toute façon. Du coup, il y en a une qui arrive directement là. Julien qui nous demande finalement, effectivement sur l'accessibilité, est-ce qu'il y a eu des modifications spécifiques au niveau de l'écriture pour avoir une expérience immersive? La consigne, le son, comment adapter les élèves autistes 10 ou PMR? Alors pour ma part, oui. Moi, je fais toujours un travail, j'ai toujours X allers-retours en me disant: «Non, c'est trop compliqué». Souvent, j'essaie de le faire lire à plusieurs personnes, voir s'il n'y a pas d'interprétation possible sur, le texte. Souvent, j'aime bien prendre un petit peu, les plus jeunes. Moi, pour moi, un enfant de 12-13 ans, s'il a la capacité de lire et de comprendre, c'est que c'est bon. Voilà, c'est à peu près ma règle, hein. En une dizaine d'années, je me dis: «Bon, bah, là, c'est que ça marche», donc j'ai toujours un jeune autour de moi, un enfant autour de moi pour essayer de voilà, j'essaie vraiment de mettre dans ce côté-là. Donc, nous, on fait un effort sur les contenus, mais quel que soit le produit de formation qu'on développe, ouais. Alors après, sur la partie, TSA, je laisse plutôt Laurent, répondre. Ouais, nous, alors, on n'a pas changé nos contenus immersifs. Les mondes immersifs sont les mêmes, les consignes dans les mondes immersifs sont les mêmes. On a un animateur qui est formé et qui, du coup, sait utiliser les contenus de manière adaptée en fonction du trouble de la personne qu'il a en face de lui. Il y a par moment, alors ce qu'on fait, c'est qu'en fait, nos applications, on fait attention de les rendre, l'accessibilité sur nos applications est déjà intégrée. Donc en fait, on a tout un programme qui est défini par un standard européen, en fait, d'accessibilité pour les mondes immersifs. Et on s'assure que c'est respecté. Donc, grosso modo, limiter le texte, les informations claires, les informations dupliquées, multilangues, enfin, bon, tout ce genre de choses. Et du coup, comme c'est des petites briques qui sont de plus en plus compliquées ou de plus en plus qu'on peut un peu adapter comme on veut, c'est l'animateur qui décide qu'est-ce qu'il va utiliser en fonction de la réaction de la personne dans le casque. Merci à vous deux pour cette question. Bon, on va continuer sur la question de l'accessibilité. Là, je vais poser une question qui n'était pas dans le chat, mais puisqu'effectivement, le RGA, on en entend de plus en plus parler pour les sites Internet, pour les vidéos sur nos plateformes LMS. Nous, on est en pleine réflexion justement là-dessus, mais par contre, c'est la première fois que j'en entends parler pour la VR. Concrètement, en fait, comment vous faites? Est-ce que vous travaillez et comment vous travaillez sur le choix des couleurs, les tailles des polices, le fait qu'on puisse changer la police, la couleur, etc. Concrètement, comment ça se passe? Sur quels éléments, tous ces éléments que vous travaillez? Alors, nous, ce qu'on fait, alors on va pas, il n'y a pas la possibilité de changer. Part du principe, alors pareil, ça c'est un choix aussi, c'est un choix interne. On part du principe, et c'est pareil pour le contenu, c'est si c'est accessible, si c'est bien contrasté, si la police est assez grande et si le contenu il est simple, bah, ça sera valable pour une personne en situation de handicap, on va dire handicap cognitif ou autre. Donc, ça sera forcément valable pour quelqu'un qui a pas cette difficulté-là. Donc, on fait le choix de faire des choses, on va dire, adaptées, mais qui va être valable pour tous. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a pas le contenu, il ne va pas changer. Il n'y a pas un mode accessibilité sur la VR, par exemple. On le fait, par exemple, sur Storyline pour les drag and drop. On va devoir adapter ça parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Par contre, sur la VR, on part du principe dès le départ de faire attention au contraste de couleurs. Donc ça, c'est assez facile, hein. C'est quand on développe, on sait qu'on ne va pas mettre du jaune avec du blanc, par exemple, ça ne marche pas. Voilà, on va faire attention à ça. Alors, on le voit maintenant, avec l'habitude, on le voit à l'œil, hein, quasiment, mais on va utiliser les mêmes fonctionnements, les mêmes réflexes que sur du site web ou sur de la plateforme, hein, c'est exactement le même principe. Et puis les contenus, pareil. Donc c'est plus la façon d'écrire le script qui va être travaillé pour que si ça parle à quelqu'un, c'est pour que ça parle à tout le monde, en fait. Voilà, c'est plutôt ça. On est plutôt orienté là-dedans. Et en fait, ça nous permet, alors moi, je l'avais déjà travaillé dans ce cadre-là il y a plus de 10 ans maintenant, puisque j'avais travaillé au tout début de mes expériences professionnelles dans le digital learning. C'était vraiment, j'avais ouvert le centre de formation pour les sourds en langue des signes, en sachant que les sourds sont 80% en situation d'illettrisme. Donc, j'avais travaillé sur ce que j'appelais, moi, du français simplifié à l'époque, parce que le FAL que je connaissais pas et c'était pas encore connu. Voilà, faut remettre ça dans le contexte d'il y a plus de 10 ans maintenant. Et du coup, j'utilise toujours la même méthode, c'est que je travaille mes textes.
verbe complément, le plus simple du monde, ça évite toute interprétation, toute ambiguïté. Il n'y a pas de phrase alambiquée où finalement, il faut l'écouter 2-3 fois pour vraiment la comprendre. Voilà, ça, on évite au maximum parce que ce qui est valable pour un cerveau qui a peut-être plus de difficultés, bah, forcément, est valable pour un cerveau qui en a moins, quoi. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que nous, on travaille. C'est un choix, hein, vraiment, pour le coup. Après, avec Capgame, par exemple, sur l'accessibilité, le RGA, on va travailler sur l'accès du contrôleur. Qu'est-ce que le contrôleur va garder le contrôle, on va dire, sur ce que va faire la personne. On va travailler beaucoup là-dessus. Là, pour le moment, je ne peux pas trop vous en parler parce que c'est des projets de R&D. Donc, c'est en cours avec Idefinum. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille actuellement. Et voilà, tant que ce n'est pas bien ficelé, on On communique pourra y pas. revenir pour un prochain webinaire de l'accessibilité Exactement. numérique. On aime bien l'aborder assez souvent. Peut-être Claire et Laurent, sur cette question-là, vous avez aussi des choses à nous dire? Alors, c'est dommage, il me semble que Marion est partie. Donc, nous, au niveau du dispositif, très clairement, il y a deux briques, la partie infrastructure, l'accès aux environnements 2D et 3D à partir de la plateforme. Donc là, c'est des sujets sur lesquels on travaille. On sait qu'on n'est pas trop mal. On a parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs avec des gens qui sont qui sont présents aujourd'hui. Mais il y a encore des petits efforts à faire pour que ce soit complètement compatible avec le RG2A. Ensuite, à l'intérieur des environnements, aujourd'hui, cette partie-là n'a pas forcément été travaillée avec notre partenaire, mais je vais m'empresser d'essayer d'aller voir justement ce qu'on peut peut-être améliorer sur le jeu. Mais c'est pas, en tout cas dans toutes les réunions de pilotage, c'est pas un sujet qui a été forcément abordé encore dans la partie VR. Voilà. IBO est en train de s'y mettre, je travaille avec eux sur Ah le bah projet voilà. Definum et justement, il faut être vraiment bien formé par Capgame aussi, donc ça va arriver. Ne vous inquiétez Donc pas, par on leur laisse un peu de temps. ricochet, eh ben Par voilà, ricochet, voilà, c'est KBO va parfait. être au top. Super. Oui, nous, c'est ce que je disais, moi, c'est en fait, si on l'a intégré dès maintenant là, dans nos concepts, dans nos développements, on l'intègre dès le départ. On a travaillé au départ avec le CNAM, puis après, on a étendu à ça. Je voulais mentionner quelque chose à propos de ça, c'est que la Commission européenne, je travaille pas mal avec des partenaires européens sur ces sujets-là, est en train ils ont des centres d'excellence pour la formation professionnelle, enfin des outils de financement pour essayer de développer la formation de demain. Et l'inclusion est un élément tout le temps demandé dans ces programmes-là. Et là, on est en train de travailler avec eux sur une plateforme digitale en fait qui permettra de référencer les contenus immersifs utiles, de qualité, etc. pour la formation. Et cette plateforme notamment identifiera les contenus compatibles RG2A. Et donc, voilà, c'est un élément où ils mettent pas mal d'argent et font pas mal de forcing pour que les éditeurs, comme nous, comme nos collègues, fassent bien attention à l'intégrer dans leur phase de développement dès le départ, plutôt que de se retrouver avec un produit qu'il faut adapter après à des populations. C'est beaucoup moins coûteux et c'est plus facile si on l'a intégré dès la conception. Voilà. Merci. Je vais revenir à Catherine là, pour reposer la question à laquelle vous avez déjà un peu répondu tous les deux, Claire et Laurent. Là, c'est l'accompagnement, parce qu'on fait toujours l'accompagnement au changement, toujours crucial. En fait, comment ça se passe, combien de temps ça prend, combien de temps vous consacrez, on va dire, aux personnes pour les accompagner à prendre en main la solution? Alors, ce qu'on a fait, nous, alors il y a des pilotes de territoire. À l'AGI, c'est un fonctionnement un peu pyramidal. Donc, on a fait une journée avec les pilotes de territoire. Donc, c'est ceux qui chapeautent, pareil, c'est des filles, hein, c'est celles qui chapeautent dans les territoires les différents formateurs. Du coup, on les a formées, elles, en priorité, parce que l'objectif, c'est qu'elles, après, elles rediffusent à l'intérieur avec, alors nous, on a tous, entre guillemets, une hotline technique, pédagogique, dispo H24 presque. Donc, après, à l'AGI, c'est un partenaire, voilà, c'est un de nos clients depuis de très longue date, hein, ça fait quasiment 10 ans, peut-être maintenant qu'on travaille ensemble. Donc, voilà, une relation de confiance, c'est assez simple, mais on a passé une journée. L'idée, c'était leur faire découvrir déjà le casque et voilà, comment elles allaient le vivre. Donc, moi, ça me permettait aussi d'avoir un feedback. Alors, j'ai envie de dire, à chaque fois, moi, j'ai une double casquette parce que tout ce que je fais, j'essaie de le faire,
l'intégrer après dans de la recherche. Je vais me dire, voilà, scientifiquement, comment je peux réutiliser ça, réexploiter ça. Donc, l'idée, c'était vraiment de travailler sur une grille d'évaluation de la sensation de la personne, de l'expérience qu'elle est en train de vivre. On a expliqué toutes les possibilités pédagogiques. Alors, moi, c'est un domaine ADVF qui me parle bien, puisque à la base, je viens du domaine sanitaire et social, médico-social. Donc, du coup, c'est vrai que pour moi, c'est très facilitant, parce que c'est un métier de transfert des personnes, je le connais, je travaille en EHPAD, donc je sais très bien comment ça fonctionne. Et l'idée, moi, c'était d'apporter des touches pédagogiques en disant, bah voilà, dans telle situation, voilà comment vous pouvez intégrer la VR, comment vous pouvez le faire en collectif, parce que l'idée, c'était que la salle de formation soit la même avec, en général, c'est des groupes d'une dizaine de personnes. Voilà, il y a 10 personnes, il y a 10 apprenants, il y en a une qui a le casque. Comment moi, je fais un feedback, je fais de la remédiation pédagogique dans ce cadre-là. Et l'idée, c'était voilà, de leur apporter des pistes de réflexion et les aider à créer elles-mêmes peut-être des nouveautés, parce que je ne peux pas leur donner toutes les clés, je ne suis pas en salle avec elles, mais l'idée, c'était de leur dire, bah, maintenant, c'est libre cours à votre créativité pour peut-être trouver d'autres façons de faire, etc. Mais leur donner 2-3 pistes, et ça, en général, ça suffit. Clairement, une fois qu'elles ont compris, qu'elles ont le déclic, qu'elles ont vu l'intérêt, il n'y a pas besoin de plus pour adhérer, puis aller beaucoup plus loin. Et en fait, après, donc on est venu une première fois pour les accompagner, une deuxième fois pour avoir les retours des apprenants, voir comment ça avait fonctionné. Et en fait, toutes elles ont dit, mais en fait, c'est juste génial, parce que c'est la première fois qu'on s'occupe d'elles, qu'on les chouchoute, en fait. C'est un peu le sentiment qu'elles ont eu. Voilà, un truc, de la VR pour nous, de la techno pour nous, ça a été quand même un peu une révélation. Et la deuxième, c'est de se dire, bah voilà, maintenant que vous l'avez vécu une fois, comment vous pouvez exporter ça peut-être sur d'autres scénarios, et puis c'était de travailler sur l'intégration de ça vraiment au cœur de leur pédagogie. Donc ça se fait Merci. toujours en 2 temps. Voilà. Vous sent passionné, vous pourriez en parler pendant des heures, j'ai l'impression. Ouais, je suis désolée. Il reste moins de 5 minutes, donc je vais poser la dernière question, relayer la dernière question. On n'a pas du tout parlé des coûts, là, donc peut-être si vous pouvez nous dire succinctement la conception et ou la commercialisation, parce que tout ça, c'est pas gratuit, même si quelque part, on est sur des sujets où on a envie de dépenser quoi qu'il en coûte, comme on dirait sur l'expression. C'est tellement important qu'on ne peut pas occulter la question. Alors, je vous laisse répondre dans l'ordre que vous souhaitez. Moi, je veux bien commencer si vous voulez. Donc, il y a 2 choses. Il y a ce dispositif avec les environnements qui existent déjà, qui s'adressent donc au personnel soignant, etc. C'est commercialisé par Keveo et on est sur un système de licence assez classique. Après, derrière ce dispositif, on a aussi une infrastructure technique, c'est-à-dire une plateforme, une API, etc., qui permet de faire de l'adaptive learning en connectant finalement à d'autres univers de jeu. Et donc, ça, c'est quelque part un produit dérivé aussi qui peut être déployé dans d'autres contextes de formation, puisque maintenant, la solution technique existe. Donc, alors après, ça, ce sont des projets voilà, sur mesure à réinventer, mais en s'appuyant sur des choses qui existent déjà. Voilà. Nous, sur la partie de nos produits, en fait, les casques, maintenant on est sur des casques autonomes, donc on peut acquérir des casques autonomes, vous le savez, en fait, c'est environ 400 € un casque autonome aujourd'hui. Et ensuite, le logiciel, c'est une formule d'abonnement. Bon, il y a la formation du formateur qui est importante, qui vient en fonction du besoin des équipes, etc., qui est de la formation, quoi, qui a un coût de 1 ou 2 jours de formation. Et après, les licences, c'est de l'ordre de entre 1000 et 2000 € par an, les licences de contenu, en fonction du contenu que vous prenez. Donc voilà, si vous avez, comme vous l'avez vu, c'est partageable, c'est assez rapidement rentabilisé sur une classe. Alors moi, c'est tout à fait le contraire. Non, LHI peut mettre à disposition. Alors là, il faut voir directement avec eux, parce que pour le coup, moi, ça leur appartient maintenant. Donc, il faut les contacter. Je sais que c'était l'idée, qu'ils puissent après faire une location aussi de leur contenu. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est majoritairement du sur-mesure. Nous, on n'est pas sur un coût licence. Nous, on a notre système notre infrastructure, voilà, notre architecture informatique. Et après, c'est du coup par rapport au scénario. Donc là, tout dépend du type de scénario, du travail qu'il y a à faire, d'ingénierie ou pas, de scénarisation ou pas. Voilà. Ça, c'est vraiment du cas par cas. Faut me contacter parce qu'il n'y a pas de chiffre, quoi. C'est du développement sur mesure. Donc voilà. Merci. Donc, du coup, il nous reste 2 minutes pour vous dire un grand merci pour ces 3 témoignages que j'ai trouvé hyper intéressants et complémentaires. Donc, on vous invite effectivement, si vous avez d'autres questions complémentaires sur les coûts et tout ça, du coup, à contacter nos intervenants et intervenantes. Une petite annonce, effectivement, pour vous dire que la date des prochaines rencontres du FOD est fixée.
au 5 et 6 octobre 2023, donc vous pouvez la noter dans vos agendas, d'autant plus que ça va se passer dans un endroit plutôt sympathique qui est le Clos Lucé à côté d'Amboise, un endroit qui a été fréquenté notamment par Léonard de Vinci. Donc, on espère tous que vous viendrez nombreux à ces rencontres. La thématique principale et centrale va être l'intelligence artificielle. Donc, on l'a un peu effleuré, abordé, même si je n'ai pas posé la question à Claire. Là. Parce que l'IA, ce n'est pas juste l'adaptative learning, c'est aussi plein d'autres thématiques. Donc, ça sera largement commenté, abordé, démystifié, mais aussi on vous fera travailler dans des ateliers. Donc, voilà.